Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons au point de l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. En vedette ce soir du football et le Bénin qui est désormais leader de son groupe en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Une position que les Guépards doivent à la réaction de la FIFA sur le contentieux autour du match Lesotho-Afrique du Sud. La décision est tombée ce lundi. Et loin de cette décision, les vacances finissent pour les footballeurs évoluant au pays. Le coup d'envoi de la saison 2025-2026 au Bénin a été donné le week-end écoulé. Coup d'envoi donné, il faut le dire, dans une confusion. Nous en parlerons dans cette émission. Et le foot, c'est aussi la compétition continentale des clubs et le Bénin qui connaît un sort presque similaire à celui de l'année dernière, plaçant un club sur deux à l'issue bien sûr du premier tour préliminaire, il faut le dire dans cette émission. Nous reviendrons sur l'identité des heureux et celle des malheureux. Enfin, nous allons changer de genre pour évoquer le football féminin. Ici, il y a une bonne nouvelle avec bien sûr la qualification de la sélection nationale des moins de 20 ans pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Et aux côtés du football, que vous voyez d'ailleurs à l'écran là, on parlera d'un sport de combat. Il s'agit du MMA au niveau duquel le Bénin tient une couronne continentale et le champion d'Afrique, si tout va bien, sera en plateau avec nous pour parler justement de sa performance et bien d'autres disciplines viendront compléter le menu de cette aventure vespérale, l'aventure que je ferai avec votre habituel compagnon de tous les lundis soirs, Candide Moueto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous accompagne ce soir notre confrère Dicorel Zou de Radio Cotonou et de A+ Bénin. Dicorel, bonsoir. Bonsoir Nassis, bonsoir Candide et très ravi de vous retrouver pour parler du sport. Voilà, en face et derrière les caméras braquées sur nous ce soir, toute une équipe entourée, qui entoure bien sûr mon réalisateur Augustin Vidécon, Jules Thio et Francis Kokou l'assiste à la régie première et Clément Bognokwe est à la régie et finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour ce dernier numéro, il faut le dire, de Canal Sport du mois de septembre 2025. On démarre avec Fil Info. Fil Info, c'est le tour d'horizon de l'actualité. Nous allons commencer avec cette nouvelle qui vient de tomber. Le Bénin, sinon le contentieux lié au match Lesotho-Afrique du Sud en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 vient d'être tranché Candide et l'Afrique du Sud écope d'une sanction. Nassis, il faut dire que c'est un communiqué officiel qui a mis fin au suspense. Un communiqué, il faut le dire, en date de ce lundi 29 septembre 2025, à travers lequel la commission de discipline de la FIFA annonce la sanction de la Fédération sud-africaine de football pour avoir aligné le milieu de terrain sud-africain Teboho Mokoena inéligible lors du match Afrique du Sud-Lesotho disputé le 21 mars 2025, ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, enfreignant ainsi l'article 19 du code disciplinaire de la FIFA et l'article 14 de la compétition du règlement de la compétition. Par conséquent, la commission de discipline de la FIFA déclare le match en question perdu par forfait sur tapis vert 3-0 par l'équipe de l'Afrique du Sud. Aussi, la Fédération sud-africaine de football a également été condamnée à payer une amende de 10 000 francs suisses à la FIFA, tandis que Teboho Mokoena a reçu un avertissement. Les thèmes donc de cette décision sont notifiés aux deux parties en vertu donc des dispositions applicables du code disciplinaire de la FIFA et dispose chacune de 10 jours pour demander les motifs de la décision. Il faut le rappeler, un appel concernant la décision relative au forfait peut être encore interjeté auprès de la commission de recours de la FIFA. Et après cette sanction de la commission de discipline de la FIFA, le classement dans le groupe C, comme vous allez le voir sur le tableau, a subi une petite modification. Les Bafana descendent à la deuxième place du groupe, tandis que le Bénin, lui, grimpe à la première place avec le même nombre de points, sauf que le Bénin a une meilleure différence de but, plus 4 pour être plus précis,
et 3 pour l'Afrique du Sud qui dégringole donc à la deuxième position, tandis que le Bénin profite de cet avantage pour monter en première position. Le Nigeria, lui, garde la troisième position dans ce groupe. Le Rwanda, quatrième. Le Lesotho, qui bénéficie des 3 points sur tapis vert, a désormais 9 points au compteur et un goal différentiel de -3, tandis que le Zimbabwe garde la lanterne rouge du groupe avec 4 points au compteur et un goal différentiel de -6. Narcisse, il faut dire que pendant que le Bénin jubile de cette justice sportive rendue par la commission de discipline de la FIFA, la Fédération sud-africaine de football fait une sortie pour s'excuser auprès de son public sportif. Dans cette sortie médiatique, on peut lire, vous allez le voir sur le communiqué, la Fédération sud-africaine de football qui reconnaît une décision de la commission de discipline de la FIFA qui a sanctionné la fédération pour avoir aligné par erreur le milieu de terrain Teboho Mokoena lors du match de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre l'Afrique du Sud et le Lesotho, joué le 21 mars 2025. Suite donc à cette décision, la commission de discipline de la FIFA a déclaré forfait pour les Bafana Bafana sur un score de 3-0. Malgré ce résultat, on lit sur le communiqué que la fédération réitère son entier engagement continue à soutenir donc les Bafana Bafana dans leur campagne de qualification. Les joueurs donc de l'équipe et le staff technique qui ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce stade et ils affirment donc qu'ils resteront concentrés sur leurs objectifs et marquer le maximum de points lors des prochains matchs, les prochaines sorties donc des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce dossier, ce contentieux lié justement au match Lesotho-Afrique du Sud. Dicorel Zou, c'est un dossier que nous suivions de près, particulièrement au Bénin. Oui, le Bénin suit ce dossier de près. Le Bénin n'est pas seul dans cette veille-là. Il y a également le Nigeria, sans oublier le Lesotho, parce que là, ça crée un cafouillage, un embouteillage dans ce groupe. Oui. Sur les 6, 5 pays, voilà, tout est relancé. 5 pays sont capables encore mathématiquement d'aller chercher la qualification. Et donc, nous, au Bénin, nous y croyons fermement. Il n'est puni, personne ne peut être puni d'avoir rêvé. Le rêve est permis et vous savez que nous sommes à côté du Togo qui, depuis toujours, chaque fois que le débat sur l'évolution du football est mis sur tapis vert, le seul argument que les Togolais ont de nous faire taire, c'est de dire que nous étions à une Coupe du Monde. Donc le Bénin aussi rêve d'une qualification à une Coupe du Monde. Ce serait bénéfique pour nous, pour tout le travail qui a été accompli au Bénin depuis un certain nombre d'années avec, je dirais, l'organisation régulière du championnat, la formation qui est devenue aujourd'hui le leitmotiv de nos dirigeants, la formation à la base bien évidemment, et donc la construction des infrastructures sportives, ce serait, je dirais, très bénéfique et très encourageant pour tout l'effort consenti par tout le peuple béninois. Mais attention, rien n'est encore fait. Il va falloir aller chercher la qualification sur le terrain. Et le Bénin joue 2 finales. D'abord à Kigali face au Rwanda, qui a 11 points et qui peut encore se qualifier en cas de 2 victoires sur 2 matchs. Et surtout, cette finale à Ouyo, où le Nigeria ne va rien lâcher. Et je serai très content de mon vivant de voir le Bénin peut-être aller éliminer le Nigeria au Nigeria et s'offrir une éventuelle qualification. Mais sur papier aussi, je ne vais pas cesser de le dire et l'oublier de le dire. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je le dis encore, l'Afrique du Sud pas grandissime favori parce que l'Afrique du Sud joue ses 2 derniers matchs à domicile, mais le football reste ce qu'il est, toujours imprévisible, tout peut encore arriver. Voilà, et ça ce sont les réalités du terrain, mais la bataille juridique continue. On a envie de dire que l'Afrique du Sud va interjeter appel. Oui, l'Afrique du Sud peut interjeter appel au niveau de la commission de recours de la FIFA ou même aller loin et aller devant le tribunal arbitral du sport. Mais là, quand on voit les preuves, la fédération aussi jusque-là a reconnu les faits, ça va être difficile de voir l'Afrique du Sud gagner cette bataille juridique-là. Je pense que l'Afrique du Sud a mieux à faire que d'aller perdre ses sous dans ces batailles. Encore que ils ont 2 matchs à domicile, ils vont jouer, même si, parce que le Nigeria aussi est derrière et guette la fin, ça va être difficile. Même si on enlève toutes les pressions des uns et des autres, sur le terrain, sur les preuves par rapport aux preuves brandies, ça va être difficile pour l'Afrique du Sud d'emporter ces 3 points-là. Voilà, vous parliez tantôt des réalités du terrain, sur le terrain, la bataille. Sinon, tout est relancé et dans ce groupe où 5 pays peuvent mathématiquement prétendre à l'un des tickets qualificatifs. Je dis l'un des tickets parce qu'il y a
aussi les meilleurs deuxièmes qui sont concernés par rapport à cette qualification. Alors, on parlait aussi d'équité sportive qui n'est pas respectée dans cette compétition quand l'Afrique du Sud, par exemple, joue 7 de ces 10 matchs à domicile. Ce n'est pas forcément de sa faute. C'est quand vous êtes entouré des pays qui n'ont pas de terrain homologué, notamment le Lesotho et le Zimbabwe. Et donc la faute n'est pas à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est seulement chanceux dans cette affaire-là où c'est à des pays frontaliers qui ne sont pas en règle, qui sont obligés de venir jouer. Et donc quand vous fouillez, c'est mieux pour le Lesotho et le Zimbabwe de jouer en Afrique du Sud que d'aller ailleurs. Je pense que c'est la chance qui leur a souri. Maintenant, ça peut être le cas et ils peuvent même se faire éliminer. Si le Lesotho, qui a encore 9 mois, qui en cas de 2 victoires, peut se retrouver à 15 mois, aussi veut une qualification pour la Coupe du Monde, je pense que la bataille sur le terrain. Je ne souhaite pas aller dans les détails du fait que oui, à domicile, on a les faveurs. Non, on a vu des pays perdre à domicile. Le Mozambique est venu éliminer le Bénin à Cotonou. Oui. L'Éthiopie était venue éliminer le Bénin à Cotonou. Le football reste ce qu'il est. Le football reste ce qu'il est. Donc tout peut encore arriver. Moi, je pense que le Bénin n'a qu'à oublier tout ça, jouer crânement sa chance, prouver qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme atout et comme faiblesse, nous pouvons maximiser bien sûr nos efforts sur nos atouts et améliorer nos faiblesses et aller démontrer au peuple béninois que le Bénin aussi est capable d'aller gagner à l'extérieur, d'aller gagner à Kigali. Si vous voulez être grand, si vous aspirez être grand, vous devez apprendre à battre les grands chez eux. C'est ça qui fera de vous un grand demain. Donc si le Bénin veut vraiment aller à la Coupe du Monde, on peut bien aller battre le Nigeria à domicile. Le Nigeria a les meilleurs attaquants, mais le Nigeria n'a pas forcément les meilleurs défenseurs du continent. Voilà, Candide, je ne sais pas si vous avez un mot sur ce dossier, l'épilogue de ce contentieux justement. Non, il faut dire que Gernot Rohr a toujours été très attentif. Quand on dit souvent que quand vous commettez une erreur une fois, les autres fois vous veillez certainement au crin. Gernot Rohr a subi cette justice technique et sportive, j'allais dire, une faute technique qu'il avait commis avec l'équipe du Nigeria lorsqu'il était à la tête des Super Eagles du Nigeria face à l'équipe de l'Algérie. Après arrivé à la tête des Guépards du Bénin, il y a eu le Rwanda qui a commis une faute technique pareille en 2023. Il a suivi le dossier de très près et cette fois-ci maintenant, le Bénin en a bénéficié. C'était d'ailleurs sa toute première victoire à la tête des Guépards, mais si ce n'était pas sur terrain, même si c'était sur tapis vert. Après cela, cette fois-ci, ce n'est pas forcément contre les Guépards, mais il a aussi suivi de très très près cette situation. Il a attiré l'attention des instances dirigeantes déçues à plusieurs reprises et là, le verdict est tombé et le Bénin qui en bénéficie et se positionne justement à la première place du groupe. Il va falloir désormais aller jouer calmement les dernières cartes parce que là maintenant, il va falloir aller jouer les deux grandes finales, notamment à Kigali et à Uyo. Respectivement face au Rwanda et puis au Nigeria. Mais au-delà de ça, il faudra justement espérer peut-être un faux pas de l'Afrique du Sud qui a désormais qui aura à jouer ces deux derniers matchs à domicile. Le Zimbabwe qui devrait recevoir son match à domicile faute de stade après plusieurs tentatives de recevoir le match hors de l'Afrique du Sud. Finalement, a bénéficié de cette faveur-là de recevoir son match encore en Afrique du Sud, d'où la préoccupation de l'équité sportive qui se posait un temps soit peu. Mais il faudra justement que les Guépards y croient désormais sérieusement, mais il faudra qu'on joue les cartes à fond, il faudra qu'on joue justement ces cartes-là de la meilleure des manières possibles. Jouer les cartes à fond, mais au-delà de tout, est-ce que on ne peut pas nourrir des regrets aujourd'hui par rapport au calendrier du Bénin dans cette compétition où 2 matchs finis par 2 matchs à l'extérieur? Oui, évidemment. En fait, nous ne pouvons accuser personne parce qu'on avait des soucis de stade en début de compétition. Au-delà des soucis encore du stade. Que sur toute la campagne, le Bénin a joué tous ses matchs à l'extérieur. Le calendrier n'a pas favorisé le Bénin, mais je pense que le calendrier béninois a été réajusté après que le stade soit sanctionné et qu'on ne soit pas en mesure de recevoir les 2 premiers matchs à domicile. Donc ça, aujourd'hui, ça nous a défavorisé. Mais vous savez, moi, je ne regarde pas ça. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez être grand, il faut apprendre à battre les grands. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'espèce. Le Cameroun est allé éliminer l'Algérie en Algérie pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc,
Le Bénin peut également, c'est vrai qu'on va dire que le Cameroun a les atouts, le Bénin n'en a pas forcément, mais nous avons aussi nos atouts. Aujourd'hui, nous avons des joueurs qui évoluent en Ligue avant. Quand chaque week-end, on entendait les noms, on n'entendait que les noms des Sénégalais. Aujourd'hui, on peut attendre fièrement Tossi Aegou, Steve Mounier, Andrea Moutondi. On a au moins trois attaquants plus ou moins crédibles, titulaires dans leur club avec Ola Etan qui est un métronome dans son club. Donc, on n'a plus rien à craindre, même si on est petit poussé. Le Sénégal, le Togo, dans le temps, a éliminé le Sénégal qui sortait d'une... Et même le Cameroun, le Cameroun aussi était dans le groupe. Non, pas le Cameroun. Il y avait le Sénégal, il y avait la Zambie. Dans ce groupe, le Cameroun était dans le même groupe que l'Égypte et la Côte d'Ivoire à l'époque. Donc, le Togo avait créé cette sensation-là en éliminant tous ces pays. Donc, si le Bénin veut se qualifier, le Bénin ira créer la sensation. Et je pense que les Guépards aiment ce genre de situation. Très souvent, quand le Bénin est en position de force, on déçoit. Mais c'est quand on est en difficulté, personne n'y croit que le Bénin arrive à créer la sensation. Aujourd'hui, la qualification du Bénin ne dépend de personne. Là, je peux gagner ces 2 matchs. Si le Bénin gagne ces 2 matchs, le Bénin sera qualifié. Tout à fait. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ce dossier. Mais on va revenir. Les débats se poursuivent, notamment sur les réseaux sociaux. Et les passions, ça déchaîne les passions. Justement, sur le terrain maintenant, et on va s'intéresser aux Amazones U20. Eh bien, la sélection féminine junior passe au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin des moins de 20 ans candidats. Il faut dire qu'elles étaient déjà exemptées du premier tour de la campagne qualificative au Mondial féminin de Pologne 2026 de la catégorie des moins de 20 ans. Mais les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzéo rentrent de la plus belle des manières dans la course au billet qualificatif à la prochaine messe du football mondial des moins de 20 ans. Au 2e tour, Romaine Gandonou et ses coéquipiers ont sorti leurs homologues de la Guinée après une double confrontation assez épique et surtout spectaculaire. Lors de la manche aller, les Amazones U20 ont battu leurs homologues de la Guinée par 5-1 et pour la manche retour, elles s'en sortent avec une victoire étriquée de 4-3. Retour ici sur les temps forts de ce match qui s'est déroulé vendredi dernier. Comme au match aller, tout est allé très vite dans cette rencontre pour les Amazones du Bénin. Mais cette fois-ci, face à une équipe plus révoltée et prête à en découdre. L'ouverture du score va sonner à la porte à la 11e minute de jeu. Germaine renforcée à Romaine Gandonou dans l'axe, qui envoie le ballon au fond des filets. À quelques secondes de la fin du premier quart d'heure de jeu, l'attaquante de Tambou FC d'Adiara va doubler la mise suite à une erreur de la défense adverse. Cette joueuse n'a pas fini de nous surprendre parce qu'on croit toujours la connaître dans son registre de buteuse. Et c'est ça l'efficacité qui rappelle les grands attaquants dans l'histoire du football. Menée avec 2 buts d'écart, la Guinée réduit le score à la 17e minute de jeu. Romaine Gandonou, retrouvée dans le dos de la défense guinéenne à la 26e minute de jeu, s'offre un triplé. Yasminat Djibril va porter le score à 4-1 pour les Béninoises dans les dernières minutes du temps additionnel de la première période. Première mi-temps, 4-1, ça fait baisser la pression et ça permet donc d'aller à la pause avec beaucoup plus d'assurance et revenir avec beaucoup plus de fraîcheur. Au retour des vestiaires, la Guinée affiche sa volonté de terminer la seconde partie sur une belle note. Au bout d'une partie âprement disputée, les Guinéennes parviennent à réduire le score, d'abord à la 49e minute, puis à quelques secondes de la fin de la rencontre. Score final, 4-3 en faveur du Bénin. Un succès qui permet aux Amazones U20 de passer au 3e et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine Pologne 2026 avec une victoire de 9-4 sur l'ensemble de la double confrontation. Voilà donc le résultat à l'issue donc de la double confrontation au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026 où les Amazones accèdent donc au 3e et avant-dernier tour avec une victoire de 9-4 sur l'ensemble de la double confrontation. Tout à fait, donc il reste une marche pour taper maintenant aux portes de la phase finale. Et la bataille sera rude. Face
une grosse cylindrée du continent. Bravo à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour rehausser le niveau du football féminin béninois. Il y a 5 ans, 6 ans, nous n'étions nulle part sur la carte africaine du football féminin. Il a fallu ce croyant fervent qu'est Mathurin de Chacus pour dire maintenant on recommence tout à zéro, sans les Nigérianes qui deviennent béninoises accidentellement et qui ne parlent qu'anglais. Aujourd'hui, on ne fait qu'avec les nôtres. On est fiers d'entendre des renforts. Quand on entend renfort, on pense à Louémé. Quand on entend Gandono, on sait que c'est dans un coin du Bénin. Djibril, on sait que c'est la partie septentrionale. Et donc, tout le monde se retrouve dedans. C'est une fierté retrouvée. Je pense que ce n'est pas le moment d'être suffisant, de végéter dans l'autosuffisance. Il faut continuer le travail pour arriver jusqu'au bout. Félicitations à tout le monde. Et surtout, je tire un gros chapeau à Abdoulaye Ouzérou, qui fait un travail exceptionnel, qui fait un travail colossal. C'est vrai, il y a le gouvernement et la fédération qui mettent les moyens qu'il faut. Mais après, il faut vraiment un coach qui sait là où il va, qui sait le travail qu'il fait pour réussir quand même l'exploit qu'on est en train de faire. C'est vrai, la Guinée qu'on a vue, ce n'est pas le haut niveau, mais déjà, nous, par rapport à là où nous étions et là où nous sommes aujourd'hui, on a fait un grand pas. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de travailler davantage pour faire mieux. Peut-être, je dirais, barrer la route à l'Égypte, même si ça paraît impossible, mais rendre une copie très propre pour dire attention, le Bénin est désormais là, sur la carte du football féminin, il va falloir faire les choses avec nous et non sans nous. Mais il y a quand même un bémol quand on prend cette double confrontation, surtout la manche retour jouée face à cette équipe de la Guinée. La deuxième mi-temps, on a senti une certaine suffisance du côté. Et c'est ça qu'il va falloir corriger. Donc, vous allez voir du travail. Vous savez, quand je côtoie les coachs des équipes de catégorie d'âge, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Les équipes, les jeunes, les enfants surtout, oublient parfois les enjeux en seconde période et tombent dans l'autosuffisance. Ils s'oublient souvent sur le terrain et là, il revient aux coachs et aux psychologues des différents staffs de parler aux joueuses. Attention, il va falloir rien lâcher parce que là, vous voyez, on est à 4-0, on est passé à 4-3. C'est très grave. Si vous faites ça face à une grande nation comme l'Égypte ou la Tunisie et vous menez 2-0, vous pensez que c'est terminé. Attention, ça va très très vite au football, ça va très très vite. Voilà, rester concentré du début jusqu'à la fin. Je pense qu'ils ont tiré les conclusions de ce qu'ils ont vu et elle ne doit plus reprendre cela. Et je pense que c'est au niveau du championnat déjà qu'il faut inculquer cela aux différentes joueuses pour dire attention, ça vaut pour les garçons comme pour les filles. Tant que ce n'est pas fini, il ne faut rien lâcher. Tout à fait. Des sélections au club, nous allons évoquer maintenant les compétitions continentales. Et pour les deux clubs béninois engagés dans ces compétitions, l'aventure s'arrête pour Dadje Football Club en Ligue des Champions, alors que Koto Football Club accède au second tour en Coupe de la Confédération. Commençons déjà par la compétition reine des interclubs de la CAF. Les champions en titre du Bénin ne vont pas accéder au deuxième tour des éliminatoires de la Ligue africaine des champions pour le compte de la saison 2025-2026. Les hommes de Dadje Football Club, après le nul de score vierge à domicile, notamment à Lomé au Togo, au stade de Kégué, n'ont pu faire grand exploit face aux champions libyens d'Al Ahly Tripoli ce dimanche lors de la manche retour en terre libyenne. Le club béninois a courbé les chines sur la plus petite des marques 1-0 après donc un duel assez serré et avec du fil à retordre entre les deux équipes. Une défaite avec laquelle les Béninois tombent au premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF pour leur deuxième expérience en compétition africaine. Cette fois-ci, on va dire que la barre était assez haute pour Dadje qui a tenté de tenir tête à l'équipe d'Al Ahly Tripoli, car finaliste de la Ligue des champions en 2017 et demi-finaliste de la Coupe de la Confédération en 2022. Au-delà de Dadje, sur l'autre tableau, Coton FC de Ouida accède au second tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération avec donc une première. C'est une première pour l'équipe vice-championne en titre du Bénin qui intervient après donc 3 essais infructueux en Ligue africaine des champions. Nul de score vierge au match aller. Victoire éclatante 4-1 des vice-champions du Bénin au stade de Kégué de Lomé au cours de la manche au retour de ce premier tour des éliminatoires de la Coupe de la Confédération 2025-2026. Ainsi donc, sur l'ensemble de la double confrontation, le club de Ouida l'emporte 4-1 et passe au deuxième tour. Une première historique en campagne africaine pour Coton qui jouera au second tour l'équipe ivoirienne du FC San Pedro, tombeur de Aigle Royal du Cameroun au premier tour des préliminaires. Le match aller aura lieu entre le 17 et le 19 octobre prochain.
Voilà les détails sur ces compétitions. Dicorel, on a deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. On va commencer par la mauvaise qui concerne bien sûr le champion du Bénin en titre, Dadier Football Club. Oui, quand on voit tout ce que Dadier, les joueurs là ont pu traverser avant donc d'aborder cette compétition interclub de la CAF, on ne peut que les applaudir parce qu'ils ont été résilients, courageux sur le terrain. Quand vous subissez tout ça avec tout ce que nous avons lu, vous le voyez incertain, il a fallu bien sûr l'intervention du ministère des Sports pour prendre les taureaux par le corps avant que ces joueurs ne voient le jour du match. À Lomé ici tout près et après. Et donc je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'ils ont dans le ventre. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si peut-être l'organisation a été beaucoup plus sérieuse, si c'était que les moyens ont été mis beaucoup plus tôt, si c'était qu'il n'y avait pas eu une crise interne entre la société sportive et la société mère, peut-être que Dadier aurait pu passer le second tour parce qu'on a vu que c'est sur un but malheureux, un but malencontreux que Dadier a été éliminé. Et aujourd'hui, ça montre combien, je dirais, quand on ne change pas toute une équipe, combien cela est bénéfique. Dadier n'a pas forcément modifié l'équipe à 50 ou à 60%, comme on le voit dans la majorité des clubs du Bénin. Dadier a gardé son ossature depuis 3 saisons avec Vincent Ardrou, qui a fait un travail exceptionnel et peut-être a ajouté 2 ou 3 joueurs chaque saison. Et ça, c'est en train d'être payé aujourd'hui. On ne peut que les encourager et souhaiter que Dadier retrouve du financement et que les caisses soient renflouées et que la gestion soit beaucoup plus meilleure afin qu'on n'assiste plus à ce spectacle désolant-là pour que les joueurs puissent véritablement s'exprimer sur le terrain. C'est quand même curieux pour une équipe qui est quand même assistée d'une société sportive. D'une grosse société de l'État. C'est curieux et c'est quand même bizarre. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un club avec une grande structure étatique derrière peut souffrir autant. Moi, j'ai fouillé un peu, je ne vais pas forcément dire ce que j'ai eu. J'ai déjà dit qu'il y a eu un souci interne selon mes investigations entre la société sportive et la société mère qui peut-être accuse l'autre de quelque chose. Et donc, des querelles de personnes. Je ne saurais le dire. En tout cas, je ne veux pas. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce qui est sûr, il faut que les deux sociétés s'entendent. Parce que la société sportive est issue quand même de la société mère. Il faut que les deux structures s'entendent pour trouver le juste milieu afin de permettre aux joueurs de mieux s'exprimer. Parce que pour moi, cette élimination, cette défaite-là, incombe beaucoup plus aux dirigeants qu'aux joueurs. Et voilà, parallèlement à cette fausse note, quand même, le vice-champion du Bénin, lui, sourit, Coton Football Club. Il est attendu, Coton est attendu par le public sportif béninois. On accuse Coton depuis 4 saisons de ne sortir ses dents que face au club béninois, mais sur le continent, on ne voit pratiquement rien. Aujourd'hui, Coton a montré que oui, eh bien, ils sont capables d'aller loin parce qu'avant c'était la Ligue des Champions, c'est un niveau beaucoup plus relevé. Et puis après aussi, le terrain ne les favorise pas souvent. Aujourd'hui, ils sont tombés sur un club qui a leur portée, qui a presque le même niveau. Et c'est comme ce que j'ai dit avec Dadier. Coton aussi a gardé son ossature. Ils ont compris qu'il ne sert à rien à chaque fois de changer après de 50% comme ils ont l'habitude de le faire. On a l'impression que c'est à l'orée des interclubs de la CAF que Coton fait ses recrutements, constitue son effectif. Donc la majorité ne prend pas avant qu'il n'aborde la compétition interclub. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément le cas. Ils n'ont pas beaucoup changé. L'ossature est restée. Ils ont renforcé. On a vu le résultat. Félicitations, les dirigeants ont appris la leçon donc des dernières fois et je pense qu'on affronte maintenant San Pedro de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément une foot de guerre, c'est vrai que c'est un cran au-dessus du Bénin, mais ce n'est pas forcément la foot de guerre avec les joueurs que nous avons. Si je dirais la préparation continue, l'organisation continue avec le nouveau championnat que nous avons aujourd'hui qui offre beaucoup plus de compétitivité au plan local, Coton peut créer la sensation et aller en poule, ce serait très bien pour le football béninois, pour l'image que nous sommes en train de nous donner depuis un certain temps. Ouais, on ne va pas abandonner de sitôt cette performance réalisée face au club libérien. Ces dernières années, c'est quand même rare de voir un club béninois gagner avec beaucoup de certitude. Oui, avec beaucoup plus de facilité, je vais dire. C'est pour ça que je dis que ça montre aujourd'hui que nous travaillons au Bénin. Ça montre que la formation des formateurs est en train de payer ses fruits. Ça montre que la formation à la base est en train de payer ses fruits. Ça montre que les infrastructures que nous tous avons travaillé à mettre en place sont en train, donc tout ça est en train de payer aujourd'hui. Et donc il va falloir maintenir le cap, comme le disent souvent les politiciens. En sport, nous devons maintenir le cap parce que si vous relâchez,
ça peut vous rattraper. Félicitations aux dirigeants donc, de Coton qui ont subi toutes nos critiques et les années antérieures. Et aujourd'hui, on ne peut que les encourager, les féliciter et souhaiter qu'ils aillent mieux, qu'ils fassent davantage pour rehausser l'image du Bénin. Parce que si nous qualifions, je dirais, de façon régulière au second tour ou en poule, ça va donner beaucoup plus de cotes au championnat béninois et peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura plus seulement 2 représentants, mais peut-être 3 ou 4. Et c'est ce que nous voulons. Voilà, le prochain adversaire vient quand même de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, un pays qui a une grosse tradition en matière de football. Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on a un adversaire comme ça devant? Oui, si vous avez un adversaire, vous savez que sur papier, l'adversaire vous dépasse, mais que grâce à votre résilience, grâce à votre combativité, vous pouvez faire quelque chose. Il faut se lever tôt, il ne faut pas dormir sur le laurier et voir déjà ce qui ne va pas, parce que forcément tout n'est pas rose. Il faut regarder, le staff est là pour ça, regarder à quel niveau ça a cloché, sur quel compartiment ça n'a pas marché, s'il faut renforcer déjà la prochaine fenêtre, parce que forcément la CAF va ouvrir une nouvelle fenêtre, s'il faut renforcer ou s'il faut mettre à profit le championnat pour essayer de préparer encore davantage. Je pense que oui, la Côte d'Ivoire nous a déjà éliminé, surtout Coton à 2 reprises à travers à sec. Aujourd'hui, il revient à Coton de montrer que oui, il y a du travail. Parce qu'on le veut ou non, cette image restera collée à Coton, l'image du club le plus riche du Bénin, l'image du club qui a la capacité de faire quelque chose, mais qui n'avait jamais fait. C'est le moment pour eux de laver leur honneur. Voilà, on va évaluer tout cela lors du prochain tour. Vous nous rappelez rapidement les manches aller et retour face à San Pedro. Face à San Pedro va se disputer entre le 17 et le 19 octobre prochain, tandis que la manche retour, elle va se dérouler entre le 24 et le 26 octobre 2025. Voilà. Au pays, je le disais en titre, les vacances finissent pour les footballeurs. La saison 2025-2026 a été lancée et le week-end écoulé. Le coup d'envoi est donné pour le compte de la nouvelle saison. Une nouvelle saison qui revient avec un nouveau format. Plus de championnat national de football à 36 équipes où on avait droit à un tournoi, sinon on va le dire comme ça, un format de Ligue Pro. Mais déjà, on a droit à un championnat échelonné avec des étapes, ce qui va offrir plus de compétitivité aux différentes équipes et des enjeux connus d'avance. Le championnat de l'élite de Ligue 1 béninois a pris son envol le week-end avec un total de 8 matchs joués sur 9 possibles. Le seul match qui n'a pas pu se dérouler, c'est celui qui devait opposer le champion au titre et le vice-champion Coton et Dadia qui était ce week-end, sinon en fin de cette semaine, en compétition interclub de la CAF. Et donc pour déjà les 18 clubs engagés au niveau de l'élite, on a Dadia, Espoir FC, Dynamo FC d'Abomey, US Cavalier, Loto Popo d'Amissa Football Club, Audio FC de Commun Buffle du Borgo, Dragon FC, Banigancé, Coton, Ayema, AS Soubemap, Asvo, AS Cotonou, USS Krake, JS Pobet et l'équipe de l'ASPAC pour les 8 rencontres déroulées en ouverture donc de cette Ligue 1 saison 2025-2026. La jeunesse sportive Topobé a battu par 2-1 l'équipe de l'USS Krake. Dragon s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de Banigancé. Même score pour la victoire de l'ASPAC en déplacement à Savalou pour un décompte avec l'équipe des Soha Boys d'Espoir FC de Savalou. Dynamo FC d'Abomey et Buffle du Borgou se sont partagés les points au bout d'un score nul et vierge. Même score entre l'équipe de l'ASFO et Audio FC de Commun. L'Autopopo a aussi partagé les points avec l'équipe de Damissa. L'AS Soubemap a contraint Ayema FC au partage des points et puis l'US Cavalier et l'AS Cotonou ont aussi partagé les points au bout d'un score nul et vierge. Au thème donc de ces différents matchs à jouer en attendant le match qui n'a pas été joué ce week-end, le classement est dominé par l'équipe de la jeunesse sportive de Pobé avec 3 points au compteur et un goal différentiel de +1. Voilà, Dikorezo, on va jeter un coup d'œil sur les différents résultats. Globalement, les grands noms du football béninois ont connu un début idéal dans ce championnat. Bon, est-ce qu'on va dire début idéal? Forcément, moi, quand je vois... Oui, ils n'ont pas perdu. Il y a trop de matchs nuls. Sur l'ensemble, j'ai l'impression que toutes les équipes ne sont pas forcément prêtes. C'est l'impression que j'ai. Il n'y a que 3 victoires, 2 victoires étriquées, 2 victoires à l'extérieur.
et une victoire à domicile de la GSP, 2-1 face à l'équipe de l'US Craqué. Donc pour moi, le début n'est pas en fanfare et c'est normal quand on programme, on reporte et on commence en cafouillage et après les enquêtes. On va en venir tout à l'heure, mais parlons, jeter un coup d'œil sur les résultats d'abord. Donc, très peu de buts ont été marqués, comme on l'a vu sur les images, seulement 5 buts donc sur les 8 matchs joués. Quand on compare à la saison, à la dernière édition où le championnat a été joué de cette façon, 2019-2020, la saison de Covid où le championnat n'a pas connu sa fin avec seulement 19 matchs joués. La première journée, il y a eu déjà 17 buts. Le match d'ouverture, on se rappelle encore, avec cette déculottée infligée au Dragon de Lepar à Yéma à Porto-Vaux, 4-0. Également un match joué sous la pluie au stade, sur le terrain de l'Université d'Amoka entre Craqué et UPIB, 3-2. Sur ces 2 matchs, il y a déjà eu 9 buts. Aujourd'hui, il n'y a que 5 buts. Donc le début n'est pas en fanfare. Peut-être que les clubs ne sont pas encore totalement prêts et qu'au bout de la saison, la mayonnaise va prendre. La dernière fois que ce championnat... Les défenses ont plutôt été efficaces. Bon, c'est bien possible. c'est bien possible. Peut-être que les défenseurs ont été beaucoup trop forts ou bien les attaquants ont été beaucoup plus nuls. On ne sait jamais. Mais la mayonnaise n'a pas bien prié. Donc, on va espérer qu'aux prochaines journées, que les choses puissent se décanter et qu'on assiste à beaucoup plus de buts pour soulever surtout les supporters qui se déplacent parce qu'on a beaucoup réclamé ce format-là. Il faudra que ça vienne et qu'on n'assiste pas à beaucoup de spectacles alors que c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait beaucoup plus de compétitivité. Vous avez totalement raison. Dans un match de football, on a besoin le spectacle, c'est les buts. Oui, et sans les buts, les supporters seront peut-être tristes d'aller au terrain, surtout que les matchs sont retransmis. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de buts pour inciter les gens à aller au terrain pour vivre ces émotions-là, partager de bons moments de week-end. Voilà, on en vient maintenant à cette cérémonie de lancement officiel de la saison. Une saison lancée dans une confusion totale. Oui, c'est une confusion totale et je pense que ça n'honore pas le football béninois. Et merci aux autorités, aux plus hautes autorités qui ont à un moment donné demandé à ce que les choses puissent reprendre et que la pagaille cesse. Sinon, tout le monde a lu sur les réseaux sociaux que le championnat a été reporté, reprogrammé. Donc, à quelques heures encore, voilà, on ne savait pas que ça allait démarrer. Et nous, particulièrement, acteurs, je dirais, journalistes sportifs et supporters férus du football, on est habitués. On sait qu'au Bénin, depuis un temps, il faut la 3e reprogrammation pour être certaine que le championnat va enfin démarrer. Et ce n'est pas une bonne image que nous collons. Quand on donne la date, il faut la respecter, qu'un club soit prêt ou pas, il faut jouer pour amener tout le monde à être davantage sérieux. Surtout quand on aspire à avoir des sponsors derrière. Voilà, ce n'est pas bon. J'ai vu qu'il y a des clubs qui ne sont pas prêts. J'ai remarqué que des clubs ont joué alors que les licences n'étaient pas totalement prêtes. Et donc, on a dû faire des photos pour éviter les tricheries. J'ai vu que beaucoup de joueurs n'ont pas encore de passeport. Ça fait que beaucoup de clubs aujourd'hui se retrouvent en effectif réduit. Il faut faire avec parce que les gens peut-être s'attendent à ce que ça soit reporté pour se mettre en règle. Il faut oublier ces mauvaises habitudes parce que ça nous amène véritablement nulle part pour que demain on puisse se coller une bonne image. Surtout qu'on cherche des sponsors et tout. C'est pas bon quand les gens viennent au stade voir que les gens n'ont pas forcément de licence et que les licences ne sont pas prêtes et que les gens n'ont pas fourni les documents nécessaires et qu'on est obligé de faire des photos. C'est pas du tout bon pour ce que nous voulons faire, pour là où nous voulons aller. Il faut vraiment bannir tout cela. La confusion a été totale. Beaucoup ne savaient pas que le championnat allait démarrer. Voilà. Ça, nous allons fermer bien sûr la parenthèse relative bien sûr au championnat national pour revenir maintenant au football sur terrain réduit. Il s'agit du Maracana. Eh bien, ici, les sélections nationales Guépard et Amazon s'apprêtent, eux, à participer à l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Il s'agit de la 11e édition de la Maracane qui se tient cette année en Guinée-Bissau et en prélude à la compétition. Les Guépards Maracanais et Amazon Maracanais se sont envolés vendredi dernier pour allier Bissau et déjà samedi, ils ont effectué une séance de décrassage sur le terrain annexe du stade Lino Correira de Bissau. Une récupération rapide après donc le voyage pour préparer les athlètes pour la première séance. La dite séance qui s'est tenue hier dimanche en début
d'après-midi où les représentants béninois ont poursuivi leur préparation avec une séance technique, bien entendu, en terre bissau-guinéenne, une séance meublée de travail spécifique consacrée à la finition pour renforcer l'efficacité offensive et mieux préparer Guépa et Amazon pour la compétition. Mais avant le départ, comment est-ce que la sélection nationale masculine et celle féminine s'est préparée pour cette 11e édition de la Maracan qui va se tenir à Bissau? Élément de réponse avec le directeur technique national adjoint. Nous avons eu pour la première fois organisé le championnat au niveau de tous les départements. Donc nous avons eu à sillonner tous ces départements avec l'appui de la fédération. Et à chaque fois qu'il y avait la phase départementale, nous étions là pour sélectionner les talents qui pouvaient représenter valablement l'équipe nationale pour cette Maracan Guinée-Bissau 2025. Ce que nous avons fait du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et nous avons retenu près de 64 athlètes pour la phase nationale qui s'est déroulée maintenant au campus. Et nous avons commencé par faire le tri par rapport à certains critères que vous connaissez, physique, technique, voire mental. Et nous avons commencé par dégraisser. Juste nous avons retenu le nom qui devait partir pour la mise au vert au niveau de Boycon. Et de façon où nous avons fait un travail sans relâche et nous avons retenu pratiquement ceux qui remplissaient aux critères que nous avons définis. Donc ainsi, nous avons commencé déjà depuis près de 3 semaines avant la mise au vert du côté de Boycon. Nous avons travaillé sur le plan foncier pour aguerrir les athlètes et les athlètes ont été mis à la disposition du staff technique par rapport aux moyens mis par la fédération et le ministère des Sports. Nous avons rejoint le camp de Boycon pour faire la dernière partie de notre préparation. On va s'intéresser maintenant à une autre discipline, à la Fédération béninoise de handball. Les différents acteurs se sont réunis en assemblée générale le week-end écoulé. Les assises déroulées samedi à matinée dans la ville historique de Ouidah ont permis de procéder au renouvellement du bureau exécutif, procéder à l'adoption du budget annuel pour le compte de la saison sportive 2026 et à la modification des statuts et règlements de l'instance. Au thème donc des assises, l'importante nouvelle qui retient les attentions, c'est que Sidikou Karimou est réélu à la tête de la fédération. On va suivre. 35 voix sur 35. Sidikou Karimou va rester patron du handball béninois pour les 4 prochaines années. Arrivé à la tête de la fêtière de la discipline en 2021, l'ancien joueur se voit une nouvelle fois accorder la confiance de la grande famille du handball béninois. Seul candidat à sa propre succession, Sidikou Karimou bénéficie du crédit de sa dynamique, insufflée pour un rayonnement du handball béninois, aussi bien au plan national qu'à l'international. Pour le rayonnement du handball depuis qu'il est devenu président, les différentes réformes, plus de visibilité, plus d'action, tout nous oblige à lui renouveler ce contrat pour continuer de profiter de tout ce qu'il apporte à la fois pour rehausser le handball, repositionner les acteurs techniques, repositionner les athlètes et pour une gestion plus efficiente globalement au niveau de son administration. Donc tous les signaux sont ouverts pour qu'on lui redonne une chance de continuer de mieux nous exposer à la face du monde. Pour ce nouveau mandat, placé sous le signe de la continuité, Sidikou Karimou se fera accompagner par 12 autres membres dans le comité exécutif. Parmi ceux-ci, Caliste Adankpo et Kadé Yaro reviennent respectivement au poste de secrétaire général et trésorier général. Par ailleurs, Clarisse Ronzali Roumbedi, présidente de la Ligue professionnelle de handball, elle aussi, revient comme 3e vice-présidente dans le nouveau comité exécutif. Je voudrais dire merci de nous avoir renouvelé votre confiance. Je voudrais vous dire que les résultats sortis des votes nous mettent davantage de pression. Nous acceptons,
nous percevons la responsabilité et nous prenons ici l'engagement de ne pas vous décevoir sur les 4 prochaines années. Nous avons entamé une œuvre commune, nous l'avons portée à un certain niveau, ce qui nous a valu la confiance renouvelée de nos pères, de la famille du handball. Nous ne pouvons qu'en être heureux. Ceci, notre bonheur est comme une promesse de mieux faire pour les années à venir. La phase consacrée au renouvellement du comité exécutif a été précédée de l'évaluation et la validation des rapports d'activité morale et financiers du bureau sortant. L'adoption du budget annuel de la saison 2026 y compris. Cette grande assise ordinaire élective s'est clôturée par l'affiliation définitive de certains clubs, entre autres Falcon Sport Énergie Handball Club, Asso les académiciens Eagles Handball Club, 1000 héros Léopard et Espoir de l'Okosa. Ces différents clubs sont désormais en possession de leurs différentes attestations d'affiliation définitive à la Fédération béninoise de handball. Allez, sport de combat maintenant. Les kickboxers béninois s'activent pour l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique de kickboxing qui va se tenir du 2 au 5 octobre 2025 au Caire, en Égypte. Il faut le dire, s'apprête ainsi à faire flotter le drapeau du Bénin pour la deuxième fois sur la scène continentale de la discipline après donc Johannesburg en 2024. Ils seront au total 9 athlètes à défendre les couleurs nationales pour cette deuxième apparition béninoise à la Coupe d'Afrique de kickboxing. Nous avons assisté à l'une de leurs dernières séances de préparation. Esther Toufa. Cette année, le Bénin va au championnat d'Afrique de kickboxing avec une ambition grandeur nature. La volonté de mieux faire qu'en 2024 se fait bien sentir à chaque séance d'entraînement. L'intensité au zénith et la rigueur au rendez-vous, les athlètes sélectionnés sont ici dans la phase décisive de leur préparation pour l'échéance continentale. L'heure des derniers réajustements sous la houlette du coach national qui s'attelle à outiller les représentants béninois de techniques et aptitudes nécessaires pour une meilleure représentativité du Bénin en terre égyptienne. Le coach a mis l'accent sur les techniques, l'endurance, les déplacements et tout. On a aussi travaillé un peu de physique, comme nous sommes déjà proches de la compétition. À l'aide des coachs et de mes coéquipiers, j'ai beaucoup appris sur les déplacements, la garde, comment contrer les adversaires et tout. Ils seront 9 à défendre les couleurs nationales dans différentes catégories au cours de cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing, dont une femme. 5 d'entre eux vont compétir au style de combat low kick et 4 vont au K1. Dans leur rang, certains veulent compter sur l'expérience capitalisée au cours de la précédente édition, combinée avec l'amélioration de leur niveau technique pour relever les défis. C'est une grande chance pour moi et en même temps un défi parce que l'année passée, je n'ai pas pu montrer ce que j'ai appris et je ne suis pas revenue avec une médaille ou bien quelque chose pour le Bénin. Et donc cette année, mon objectif, c'est de revenir au moins avec une médaille pour le pays. Participer une fois m'a permis d'acquérir au moins certaines expériences et voir déjà le niveau de ceux qu'on veut aller déjà croiser. Et actuellement, je pense qu'avec les combats passés du championnat et les réglages qu'on a fait avec les coachs, je me sens maintenant prêt pour pouvoir participer à nouveau à ce championnat et donner le meilleur de moi-même. Les athlètes entendent cette fois-ci mieux défendre les couleurs nationales au Caire en Égypte face aux athlètes des autres pays qui seront en compétition. Conscient des enjeux, le staff technique a mis les bouchées doubles pour une préparation rigoureuse de la sélection béninoise. Chaque athlète a appris beaucoup de choses sur le plan technico-tactique. Et là, je peux dire qu'ils sont actuellement aguerris, ils sont prêts pour aller ramener des médailles d'or, bien sûr. Je suis sûr que sur le ring, mes poulains vraiment essaieront de taper fort, de telle sorte qu'ils auront le soutien de tout le monde. Si les autres peuvent, c'est qu'eux-mêmes, ils peuvent. Et donc sur le ring, c'est le meilleur qui gagne. Et c'est le Bénin qui sera le meilleur. Un signal fort du président de la Fédération béninoise de kickboxing qui résonne comme un mot d'ordre dans la tanière des kickboxers béninois. Chacun d'eux
est bien conscient de la mission qui est la sienne et garde à l'esprit l'obligation de décrocher une médaille pour le Bénin. Voilà les sélections nationales en chantier donc pour cette compétition. Il faut dire que la délégation béninoise s'envole demain et mardi pour cette compétition, une délégation composée de 11 membres, dont 9 athlètes. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir ici en plateau un champion d'Afrique. Rassurez-vous, c'est un Béninois, mais ce sera après cette transition de exclusivité. Voilà, l'exclusivité ce soir, c'est la présence en plateau, je vous en parlais tantôt, d'un champion d'Afrique. Nous en recevons rarement ici. Il s'agit de Jean Dos Santos, champion d'Afrique MMA. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Vous allez bien. Alors, il y a un peu plus de mois, le 23 août dernier, pour être plus précis, vous inscriviez votre nom en lettres d'or dans les annales du MMA au niveau africain avec, il faut le dire, une victoire réussie en quelques secondes face au Nigérian Inoua Baba, voilà, dans la catégorie des poids légers et devant son public, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, comment cela s'est passé? Déjà, c'était tout un travail d'équipe. On a vu ça à l'entraînement avec mes coachs. Également, on a révisé chaque fois quand on essaie de mettre les techniques en place. On s'adapte en fonction de l'adversaire. On suit d'ailleurs à l'écran votre performance face à ce Nigérian. Voilà le Nigérian qui est à l'antenne là et on vous voit en train de vous armer et puis en 10 secondes vous l'avez envoyé au tapis. Voilà, là effectivement je l'ai vu à la vestiaire le jour de combat avec mon coach Wani Lomedegan. On a eu à réviser ça à la vestiaire et comme je le disais, on a travaillé à l'entraînement, on a révisé également le jour du combat et tout était sorti automatiquement et on a pu gagner ce combat pour le Bénin. Voilà, personnellement, moi je me suis amusé à aller voir de près le profil de votre adversaire du jour et ce que j'ai vu est impressionnant, il faut le dire. On parle surtout d'un athlète très coriace, un combattant redoutable. Alors en face, quand on est en face d'un adversaire du genre qui plus est évolue devant son public, comment vous vous êtes arrangé pour ne pas être impressionné? Pour le combat, en fait, il y a le staff qui m'a travaillé le niveau de ce stress pour ne pas entrer dans le jeu d'adversaire et rester concentré. On doit faire ce qu'on a à faire et on a vu ça avec l'équipe, toute l'équipe, pour pouvoir être forgé mentalement, pour pouvoir remporter ce combat. Voilà, je rappelle que ce soir vous êtes accompagné d'un membre de votre staff. Il s'agit de M. Sernan Armoignon. Vous êtes responsable conformité à la Fédération béninoise de MMA, c'est ça, hein? Effectivement, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, pour un club au nom aussi redoutable, je rappelle le nom de votre club, c'est Revioso, c'est ça, hein? Effectivement. Revioso MMA de Cotonou, un nom assez redoutable. Comment est-ce que avant cette compétition, vous croyez à un scénario, le scénario auquel on a assisté à la fin? Honnêtement, la plupart du temps, déjà il faut dire que nous on croyait en Jean depuis le début. Il combat depuis qu'il a 17 ans. Il a commencé, ça fait 5 ans maintenant, non? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il combat avec nous. Et on a vu son talent et son application très jeune. Ce qui est intéressant avec lui, c'est le type de combattant qui travaille. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de progresser. On voit déjà là, il n'a que 22 ans, déjà champion d'Afrique. C'est très rare dans la discipline. Donc nous, on n'a jamais douté. On a toujours eu confiance en lui. Et honnêtement, on était très confiants pour cette finale parce que déjà, lors de sa première rencontre, c'est la deuxième fois qu'il rencontre cet adversaire. C'est le seul combattant de tous les combattants que Djibrine a affronté qui a réussi à faire reculer Djibrine. C'est ça. Ils sont tous deux des adversaires qui ne reculent pas. C'est-à-dire quand Jean entre dans la cage, il avance. Il ne recule pas. Djibrine aussi avance. Et Jean est le premier à avoir fait reculer Djibrine. Et au moment où lors de ce premier combat, il n'avait pas encore toute l'expérience qu'il a eu maintenant. Il faut signaler que
Après son premier combat contre Djibril, Jean est allé combattre en France. Il a acquis beaucoup d'expérience. C'est ça. Donc, honnêtement, on était très confiants pour cette finale. S'il ne gagnait pas dans les premières secondes, même si ça allait à la décision, on avait tout travaillé. On était confiants dans notre capacité à donner le meilleur de Jean. Et c'est vrai qu'il nous a surpris en finissant aussitôt. Le nombre de secondes est surprenant, mais pas la victoire. Mais il y a certainement une faille de l'adversaire qu'il a dû exploiter. Effectivement, notre équipe vidéo a beaucoup observé l'adversaire. On a non seulement analysé tous ces combats de MMA, mais il a aussi combattu dans d'autres disciplines. Il a fait du kickboxing, il a fait du dambé. Et vous savez, on ne perd pas facilement les mauvaises habitudes. Tu peux travailler pendant 2 ans, c'est difficile de perdre une mauvaise habitude. Je ne vais pas dire lesquelles, mais on a remarqué de mauvaises habitudes, dont celle qui lui a fait perdre le combat au début. Mais il faut aussi signaler que Jean a été très appliqué de pouvoir rester concentré et de mettre en place ce que ses coachs, que je salue d'ailleurs, lui ont demandé de faire. Et quelles sont justement les qualités de Jean sur le... Honnêtement, sa plus grande qualité selon moi, vous savez, il y a des combattants très talentueux, mais ça ne suffit jamais. Jean est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est-à-dire, avant même d'arriver à ce niveau-là, il est l'un des premiers athlètes des sports de combat béninois que moi je connaisse, parce que je vois un peu le circuit, qui réussit vraiment à s'entraîner au moins 2 fois par jour. Sinon, généralement, il s'entraîne 3 fois par jour. Il fait toujours les efforts. Ce n'est pas quelqu'un qui réchit. Et ce n'est pas une vie facile, parce que vous vous imaginez, il combat à 70 kilos. Dans la vie de tous les jours, il est peut-être à 75, 77. Donc, à l'approche du combat, baisser le nombre de repas et continuer d'augmenter le volume d'entraînement. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Et franchement, c'est souvent très difficile pour les combattants très jeunes. Mais lui, il n'a jamais réchigné. Toujours là, non seulement aux entraînements, mais aussi aux obligations médiatiques, seront disponibles pour les journalistes et tout ça. C'est la partie qui peut être compliquée pour certains. Mais il n'a jamais réchigné. Tout à fait. Alors, Jean Dos Santos, on en vient voir après ce sacre continental. Alors, que prévoit votre agenda pour les semaines et mois à venir? Pour moi, c'est vraiment un objectif pour moi. C'est une passion depuis le bas âge. Donc, j'espère bien donner le meilleur de moi à chaque combat et remporter toutes les victoires qui viendront également. Être le meilleur champion du UFC, le Bénin sur la carte. On va donner le meilleur de nous à l'entraînement et également au combat pour placer le Bénin sur la carte du UFC, la carte mondiale. On sera à la hauteur. Est-ce qu'il y a une compétition en vue? Bon, ça, il va vous le dire. Il y a une compétition qui arrive? Disons qu'il y a des opportunités qu'on explore, les meilleurs choix à faire pour lui. Et on ne peut pas encore annoncer. C'est ça. On ne peut pas encore annoncer, mais il y a une grande nouvelle qui arrive. Ok, on va finir par les perspectives parce qu'on est un peu tenu par le temps. Quelles sont justement vos perspectives à la fédération? Alors, nos perspectives, c'est d'avoir Jean Dos Santos. Je pense que c'est le début. C'est celui qu'on voit le plus actuellement. Mais on a beaucoup de talents à faire découvrir au peuple béninois et au MMA en général. Donc, actuellement, on a fini pratiquement au niveau de la structuration. On est en train de travailler et je peux déjà vous donner une exclusivité ici. On va bientôt organiser le premier championnat béninois de MMA, le premier Open de MMA qui permettra à tous les combattants de la discipline, en amateur, les plus jeunes et tout, de se lancer. Et à la fin de ce tournoi-là, ils pourront rejoindre un club professionnel et débuter leur carrière. Donc voilà, c'est notre objectif, c'est de former le plus de talents béninois possible. Et comme il a dit, placer le Bénin sur la carte mondiale du MMA. Déjà, il faut savoir que dans ce sport, il y a essentiellement 2 grandes ligues, l'UFC et le PFL. Et il faut déjà féliciter les efforts faits. Pas besoin d'affiliation, les ligues sont privées en MMA. Mais déjà, il faut remarquer que le Bénin fait un très bon travail puisque nous avons maintenant le PFL qui organise son premier événement au Bénin en décembre, 2e plus grande ligue de MMA au monde. Et il y a des contacts avec l'UFC qui veut forcément des combattants du niveau de Jean. Donc le but, c'est de donner le plus de combattants possible au plus haut niveau et de faire briller le drapeau. Tout à fait. On va finir par votre dernier mot avant de nous séparer, Jean. Tout ce que j'ai à dire, c'est
Pour moi, ne jamais abandonner et poursuivre nos rêves, croyez en nous et essayez toujours de se battre et donner le meilleur de nous. Voilà, de toutes les façons, le public vous écoute. Malheureusement, MMA, c'est un sport très peu connu du grand public au Bénin. Tout le grand travail vous revient, un travail de vulgarisation surtout pour faire la visibilité autour de cette discipline. C'était notre instant exclusivité avec Jean Dos Santos qui, il faut vous le dire, a hissé le Bénin sur le toit du continent africain en MMA, voilà, avec une couronne gagnée le 3 août dernier au Nigeria. Il était accompagné de M. Serna Awanyon, qui est responsable conformité à la Fédération béninoise de MMA. Nous arrivons au terme de notre randonnée de ce soir, randonnée faite en complicité avec mon réalisateur Augustin Vidécon, entouré pour la circonstance de Jules Etcho, Francis Kokou à la régie première et Clément Bouillonpé à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.